On monte, on redescend, on remonte. Non, il n'est pas question ici de montagne russe, mais bien du classement de l'Association de l'Est. Vous ne rêvez pas, quelques victoires, et on est parmi les meilleures équipes. Quelques défaites, et au contraire, on chute dramatiquement. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et attention, ça va rendre la suite de la saison, extrêmement palpitante. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Quiconque suit présentement la Ligue nationale de hockey doit s'en rendre compte, du moins j'espère. Quelques victoires pour ton équipe préférée et elle se retrouve extrêmement bien placée au classement de l'Est. Quelques défaites et bang, elle flirte avec les Blue Jackets de Columbus ou peu importe qui se trouve au dernier rang cette semaine-ci parce que c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Ça ne cesse de fluctuer. Et ça me grattait un petit quelque chose chez moi depuis quelques semaines maintenant. Je me disais, c'est-tu moi ou dans l'Est du moins, c'est la saison la plus serrée qu'on a eue depuis plusieurs années dans la LNH. J'ai donc décidé d'aller vérifier pour en arriver à la conclusion que, oui, effectivement, c'est une saison particulièrement serrée dans la LNH. En fait, elle ne l'est pas dramatiquement plus que les dernières années. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cela le devient dans l'Est de plus en plus serré année après année. Regardez ça présentement, j'enregistre le 15 décembre, avant les matchs de la soirée. Le Lightning de Tampa Bay, avec 39 points, est au sommet de la division Atlantique. Les Hurricanes de la Caroline, avec 44 points, sont au sommet de la division métropolitaine. Et on descend un peu, les Penguins de Pittsburgh, avec 37 points, serait, en date d'aujourd'hui, la première équipe à rater les séries. Donc, 7 points de différence entre carrément le sommet de l'Association de l'Est et rater les séries. Et si on va plus loin que ça, avec 32 points, les Blue Jackets de Columbus sont carrément derniers dans l'Est. 6 points de différence avec les Penguins de Pittsburgh, avec les Bruins de Boston, dernière équipe à faire les séries, et 5 points de différence avec les Penguins de Pittsburgh, première équipe à rater les séries. Et le plus fou dans tout ça, si vous regardez juste ici, les Blue Jackets, les Sabres, les Sénateurs, les Maple Leafs, les Panthers de la Floride ont tous des matchs en main sur les Bruins de Boston. Ça ne veut pas dire qu'ils les gagneraient ou qu'ils vont les gagner, ces matchs en main-là, mais quand même, c'est donc peut-être même encore plus serré que ce que le classement en laisse paraître. Je suis allé vérifier, je le disais, pour voir, est-ce que, OK, c'est bien beau de dire c'est serré, c'est correct, est-ce que ce l'est particulièrement plus que les dernières années? Vous allez voir, la réponse est oui. Il y a une tendance qui est particulièrement intéressante que j'ai trouvée, mais surtout, ça m'a amené la réflexion suivante. Dans une saison aussi serrée, de un, ça risque de rendre le reste de la campagne particulièrement excitant, mais pour les directeurs généraux de l'Association de l'Est, du moins pour les directeurs généraux de formations comme le Canadien de Montréal, les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs d'Ottawa, ces équipes qui montent, qui sont peut-être pas nécessairement dans la grosse fenêtre d'opportunité. Si on est bien placé, est-ce que ça veut dire que ça peut être le moment d'essayer de payer le prix pour accélérer? Parce qu'au moment où on se parle, il n'y a pas un vrai gros top dog, un vrai gros favori dans l'Est, ou au contraire, parce que c'est un couteau à double tranchant, si c'est si serré que ça, ne serait-ce qu'une seule mauvaise séquence de quelques défaites, au mauvais moment, exemple en toute fin de saison, pourrait nous faire rater les séries, est-ce que c'est mieux de laisser aller les choses et de regarder passer la parade dans ce qui va être la période des transactions qui vraisemblablement, après les transactions, Tristan Jarry, Stuart Skinner, Quinn Hughes au Wild du Minnesota est lancé dans la LNH. Regardons ça ensemble, j'ai quelques réflexions pour vous à ce sujet-là. Tout juste avant d'y aller à ces réflexions-là, salutations bien distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Le temps des fêtes arrive, tu cherches du bon contenu hockey sur la LNH alors que la période des transactions s'active. Ça t'a amené ici. T'es à la bonne place. La chaîne a eu une croissance phénoménale cette année, passant de 12 000 à 24 000 abonnés. Mais là, il reste à peine un demi-mois
Est-ce qu'on peut atteindre les 25 000 en 2025? Tu veux contribuer? Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner. Ça prend 0,5 secondes. Et si tu le fais, tu es automatiquement inscrit à un concours parce que oui, si on atteint les 25 000 abonnés d'ici la fin de 2025, il me fera plaisir de faire tirer une paire de billets pour envoyer un abonné de la chaîne, peu importe que tu sois abonné depuis une journée ou 2 ans et demi environ maintenant, une paire de billets pour aller voir le Canadien à l'hiver 2026. C'est-tu pas beau ça? Abonne-toi! OK, let's go. Classement. Donc, je vous parlais d'une tendance ces 5 dernières années dans l'association de l'Est. On va la regarder ensemble et vous allez voir. Par rapport à l'an dernier, il n'y a pas une si grande différence, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Est, depuis 5 ans, ne cesse de se resserrer. La parité est telle qu'on l'a pratiquement jamais vu dans la Ligue nationale de hockey, du moins à l'ère du plafond salarial. Puis ben, avant ça, c'est encore moins paritaire, fait que envie de dire, pas mal, qu'on ne l'a jamais vu tout court. Donc, ce que vous voyez, ce sont des différences, des écarts de points entre des positions clés au classement de l'Est en date du 15 décembre de chaque année. Donc, bien sûr, aujourd'hui, 2024, 23, 22, 21. Donc, j'ai séparé ça en 3 colonnes différentes. La distance entre la première équipe de la conférence et la première à rater les séries, celle qui est passée juste en dessous du coup près. La différence entre la première équipe à rater les séries et la pire équipe dans l'Est, et ensuite de tout ça, la différence totale. La première colonne, celle de gauche complètement, nous donne donc un indice d'à quel point la course aux séries entre les formations qui ont fait les séries et les premières à rater les séries a été serrée. Ensuite de tout ça, ça nous donne un indice. OK, mais y a-t-il simplement eu 2 équipes à rater les séries ou après ça, le bas, à quel point également il y avait une grosse différence là? Et ensuite de tout ça, ben, juste pour voir le total. Ça nous donne une petite idée. Donc, je le répète, c'est en date du 15 décembre. Pour les autres années, ce n'est pas le classement final, c'est à la même date. Et pour moi, la première chose qui est intéressante à regarder, c'est que pratiquement en tout point, sauf en 2022-2023, la différence entre la première équipe et la 9e. Et la première équipe cette année-là, c'était les Bruins de Boston qui avaient une saison historique. Donc, ça explique un peu pourquoi il y a un peu une donnée aberrante ici. Mais sinon, regardez, de 21 à 25-26, dans toutes les catégories, sauf 1 à 9 en 2022-2023, il y a eu un écart qui s'est resserré. C'est plus serré entre la première équipe de l'Est et la 9e équipe. C'est plus serré également dans les équipes qui ont raté les séries et qui essayaient de remonter. Et bien, au total, c'est plus serré tout court. Donc, c'est particulièrement intéressant de regarder ça. Qu'est-ce qui cause ça? Je pense qu'il y a peut-être deux éléments qu'on peut identifier qui nous permettent de comprendre pourquoi c'est de plus en plus serré. La première, c'est qu'en ce moment, la majorité des bonnes équipes de l'Est, quand on les regarde, sont presque toutes soit en fin de cycle ou à des moments où ils ne sont pas nécessairement au sommet de leur fenêtre. Si on regarde présentement les formations qu'on voudrait identifier comme les meilleures dans l'Est, mais d'abord, ce ne serait même pas nécessairement celles qui sont au sommet présentement, à part peut-être Tampa Bay. Donc, le Lightning de Tampa Bay est une équipe qu'on peut commencer à dire dont la fenêtre se referme. Je ne pense pas que le Lightning est en fin de cycle, mais c'est plus la formation aussi profonde qu'elle a déjà été. Et quand on regarde les joueurs les plus importants du Lightning de Tampa Bay, que ce soit Nikita Kucherov, Andrei Vasilevskiy, Braden Point, Victor Hedman, on est tous soit début trentaine à mi-trentaine. Donc, on n'est plus nécessairement la formation qu'on était il y a 5 ans. Les Hurricanes de la Caroline, j'ai envie de dire, au moment où on se parle, est la seule équipe vraiment encore dans sa grosse fenêtre qui tente de se rendre en finale de la Coupe Stanley, ça c'est la première chose, et ensuite de ça, la gagner. Mais même les Hurricanes, quand on regarde ça, ça fait plusieurs saisons qu'ils sont là et on n'y arrive pas. Et après ça, ben, tu as les Capitals de Washington, qui est une équipe qui, depuis maintenant 2 ans, a réussi un petit reset sur le fly qui aurait donc bien fait plaisir à Marc Bergevin pour demeurer au sommet le temps qu'Alex Ovechkin est là. Mais est-ce que quelqu'un regarde les Capitals de Washington en se disant qu'ils sont au sommet de leur fenêtre? Je pense pas. Et après ça, ben, tu as une formation comme les Panthers de la Floride qui, particulièrement en raison de blessures, n'est pas ce qu'elle est. Les Maple Leafs de Toronto ont à tout le moins raté la première partie de leur fenêtre.
que va devenir le reste, je ne sais pas. Est-ce que les Leafs, dans 1 an ou 2, on va parler d'eux comme on parle en ce moment des Canucks de Vancouver, une équipe qui, alors que ses joueurs semblaient encore dans leur prime, ont fait « ça n'a pas marché, on passe à autre chose ». Bref, premier élément, quand on regarde les formations, là, qu'en début d'année, on se dit « ouais, ça, ce sont nos favoris dans la Ligue nationale de hockey », bien, la majorité de ces formations-là sont dans l'Ouest. L'Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas, les Oilers d'Edmonton, malgré tout ce qui se passe. Dans l'Est, ben, tu sais, honnêtement, il y aurait encore eu les Panthers de la Floride cette année. C'est quand même les doubles champions, mais en raison de toutes les blessures, ils n'ont pas eu le choix de baisser. Donc, je pense que le premier élément de réponse de pourquoi ça n'a cessé de se resserrer dans l'Est, c'est que les meilleures formations de l'Est ne sont pas aussi dominantes que les meilleures formations dans l'Ouest. L'Avalanche, les Stars, les Golden Knights de Vegas, pas le choix de les mettre là-dedans. Donc, il n'y a pas un vrai gros favori dont la machine est bien huilée, qui est en pleine santé, parce que le Lightning de Tampa Bay n'est pas en pleine santé, les Panthers de la Floride ne sont pas en pleine santé, et t'as, les Hurricanes de la Caroline, qui font un peu cavalier seul, mais même eux ne se détachent pas particulièrement du lot. Autrement dit, il n'y a aucune formation présentement dans l'Est que je regarde, puis que je me dis, en date d'aujourd'hui, aucune chance qu'ils ratent les séries. Aucune. Je pense pas que les Hurricanes vont rater les séries, pas être bien honnête avec vous, là. Mais il n'y en a aucune que je regarde, je me dis, ils ne rateront pas les séries. C'est impossible. Alors que dans l'Ouest, l'Avalanche du Colorado ne ratera pas les séries. Les Stars de Dallas ne rateront pas les séries. Les Golden Knights de Vegas ne rateront pas les séries. J'ai quasiment même envie de mettre les Oilers là-dedans, mais sait-on jamais du côté des Oilers, là, une blessure est si vite arrivée. Donc, premier élément de réponse, le fait qu'il n'y a pas un gros top dog dans l'Est. Mais également, les formations qui étaient en reconstruction sont presque toutes à un moment où elles veulent remonter dans leur cycle. Il n'y a aucune équipe là-dedans, pas même les Moses Sabres de Buffalo, juste parce que c'est les Sabres de Buffalo, puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'ils ne veulent plus être là. Il n'y a aucune formation que tu regardes en début d'année, je crois, là-dedans, et que tu te dis, ouais, non, ça c'est une formation encore dont l'objectif pour 1 an ou 2, c'est d'être le plus bas possible et d'aller chercher les choix au repêchage. Si je suis 100% transparent avec vous, j'aurais peut-être mis les Flyers de Philadelphie dans cette catégorie-là au début de l'année. J'aurais peut-être mis les Bruins de Boston, mais pour des raisons différentes. Pas parce que les Bruins étaient en méga reconstruction, mais plus parce que les Bruins de Boston, à mon avis, allaient peut-être être dans un petit reset sur le fly. Si vous écoutez la chaîne avec régularité, vous savez que j'ai souvent répété que pour moi, une formation qui compte dans son prime sur Charlie McAvoy, Jeremy Swayman et David Pasternak n'a pas le droit d'entrer en reconstruction. J'aurais pas été si surpris si ça avait pris 1 an ou 2. On est allé chercher James Haggins l'an dernier. Puis là, mettons qu'il y avait eu une autre, ce qui n'est pas en train de se concrétiser, saison cette année. On va chercher, nommer n'importe qui va sortir top 5. Mettons que tu es vraiment chanceux, Gavin McKenna. Pouf! Puis tu reviens très rapidement parmi les bonnes formations. Donc, il y a un mix du fait qu'il n'y a aucune formation particulièrement puissante dans son prime. Et il n'y a pas non plus une formation comme l'a été le Canadien dans les dernières années, les Blackhawks de Chicago dans les dernières années, les Sharks de San Jose, etc. Donc pour moi, ce sont les deux éléments qui expliquent pourquoi ça s'est autant resserré dans l'Est. Le fait qu'il n'y a plus de formation en grosse reconstruction, le fait qu'il n'y a pas un vrai énorme favori. Et en sous-point à ça, j'ajouterais par contre qu'aucun de ces gros favoris-là, par contre, n'a non plus chuté et est entré en reconstruction. Autrement dit, si tu avais un graphique comme ça, là, les équipes qui montent sont à peu près ici au milieu, puis les équipes qui descendent sont... Fait qu'on est comme là. Ce qui n'est jamais réellement arrivé dans la Ligue nationale à l'ère du plafond salarial. Et je trouve ça particulièrement intéressant. La raison pourquoi je trouvais ça le fun d'en parler aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la saison? Ben, je pense que la saison va être plus excitante à suivre que beaucoup d'autres les dernières années, peu importe ta partisanerie, peu importe quelle équipe tu encourages. Tu sais, l'an passé, pour le partisan du Canadien, ça a été particulièrement intéressant parce que l'équipe a fait ça. D'ailleurs, en date d'aujourd'hui, le 15 décembre l'an dernier, l'équipe qui était au dernier rang de l'Association de l'Est et qui donc complétait la troisième colonne, c'était le Canadien de Montréal. En date du 15 décembre 2024, le Canadien était bon dernier dans l'Association de l'Est à 417 de pourcentage de points obtenus. Et quand je vous disais qu'une des grandes... un des éléments, c'était le fait justement qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes là, qui
pour qui l'objectif est de terminer très bas. Regardez, l'an passé, à pareille date, toutes ces équipes-là étaient sous 500. Alors qu'au moment où on enregistre, il n'y a aucune équipe sous 500 dans l'Est. Bon, le pourcentage de points obtenus dans la Ligue nationale de hockey, je trouve toujours ça particulier là, parce qu'il n'y a pas... Il y a le point de perdant là, qui fait augmenter le pourcentage de points obtenus par rapport à une ligue dans laquelle il n'y a pas de points pour les défaites en prolongation. Mais bon, si l'an passé, une équipe comme le Canadien, qui était si basse au classement, a pu remonter et accéder aux séries éliminatoires, cette année, au moment où on se parle, à peu près toutes les équipes peuvent le faire. Surtout que toutes les équipes ne sont peut-être pas en mode abandon. Parmi les formations du bas qui pourraient être en mode abandon, les Sabres de Buffalo, au moment où j'enregistre, viennent finalement de congédier Kevin Adams. Est-ce que Jarmo Kekalainen, qui s'amène, va avoir carte blanche pour péter ça une fois de plus à Buffalo? Sans péter ça, est-ce qu'on va peut-être faire « OK, regardez, c'est une autre saison perdue, puis tant mieux si on réussit à aller chercher un très très haut choix au repêchage? » Est-ce que les Maple Leafs de Toronto seraient prêts à gaspiller une saison pour... Je pense pas. Je pense qu'à part les Sabres de Buffalo, honnêtement, peut-être les Blue Jackets de Columbus. Parce qu'avec tout ce qu'on a accumulé ces dernières années du côté de Columbus, en même temps, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis toujours du côté de Columbus, mais on pourrait vraiment être à un premier ou deuxième show au total de devenir une vraie formation contender pour plusieurs années, un peu à l'image des Sharks de San Jose dans l'Ouest. Mais ça va être intéressant. Au moment où on se parle, pour moi, dans l'Ouest, là, Calgary, le chien des Flames est mort. On va voir les Flames vendre très bientôt. Le chien des Prédateurs est mort. Le chien des Canucks, il est mort de chez mort. Je veux dire, on a littéralement échangé Quinn Hughes. Donc ça, pour moi, c'est terminé. D'après moi, ça, c'est les deux prochaines formations, Calgary et Nashville, qui vont embarquer dans la danse. Est-ce que le Kraken va faire la même chose? Parce que le Kraken est peut-être plus dans une situation comme les Blue Jackets de Columbus, où on est à un choix ou deux intéressant d'avoir une meilleure formation. Ça va être très, très intéressant à suivre. Ce qui m'amène au point qui nous intéresse concernant le Canadien de Montréal. Depuis le début de la saison, on parle d'un centre gaucher. Moi, le premier, j'ai fait un épisode il y a quelques jours à peine à ce sujet-là. Un centre gaucher, améliorer l'équipe, essayer peut-être de maximiser les actifs pour aller chercher quelque chose qui va permettre à l'équipe de s'assurer sa place en série, mais non seulement à court terme, mais améliorer l'équipe à moyen et long terme. Je me pose la question. Je reviens à ce que je disais plus tôt dans cet épisode. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que Kent Hughes, Jeff Gorton vont regarder ça, là? Vont voir à quel point c'est serré, vont voir à quel point il y a d'acheteurs et peu de vendeurs, ce qui est très intéressant. Parce que, souvenez-vous, en début de saison, je croyais le contraire. Je pensais que peut-être que beaucoup d'équipes allaient abandonner plus rapidement cette année en raison de la loterie Gavin McKenna, qui finalement, Gavin McKenna n'est même plus le choix incontesté numéro 1. Je continue de penser, en date d'aujourd'hui, qu'il va être numéro 1, mais bon, il y a de plus en plus d'experts qui disent que Gavin McKenna pourrait ne pas être repêché premier au total. Je pensais que ça allait être une année intéressante parce qu'il allait peut-être avoir beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs. Et c'est littéralement l'inverse qui est en train de se produire en ce moment. Il y a une réelle possibilité, particulièrement dans l'Est, qu'il y ait beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs. Et peut-être que des équipes comme les Stars de Dallas, l'Avalanche du Colorado regardent ça en ce moment puis voient que c'est plus ouvert que jamais. Ils se disent, puis eux, de toute façon, il faut qu'ils s'affrontent tôt en série. Le Wild vient de faire une grosse transaction. Peut-être que ces équipes-là vont être prêtes à payer encore plus. Je pense que c'est peut-être une question à se poser alors qu'on regarde tous qu'est-ce que le Canadien peut faire pour s'améliorer à la date limite des transactions. Est-ce que c'est réellement une bonne idée? Dès cette année, dès cette période de transaction, de faire des acquisitions qui vont peut-être coûter plus cher qu'elles ne coûteraient à l'été prochain, alors que l'équipe va encore être en montée versus d'autres formations de la Ligue nationale de hockey. Autrement dit, c'est vraiment plate. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, ce n'est qu'une question que je pose aujourd'hui, puis je vous la pose, la question. Est-ce qu'on va décider du côté du Canadien de Montréal, en raison que c'est tellement serré dans l'Est et qu'il y a tellement d'acheteurs, de faire la même chose que l'an dernier? L'an dernier, parce qu'on n'était pas arrivé et ça a été une belle surprise, on a décidé de rien vendre et de laisser le groupe essayer de rentrer en série. Et si cette année, même si l'objectif est d'y aller, les prix sont tellement chers qu'on va dire allez-y par vous-même, essayez. Ça va être difficile par contre. Souvenez-vous,
Si on prend cette avenue-là, souvenez-vous l'an dernier, le point de presse de fin de saison de Dylan Larkin. Les Red Wings étaient dans une situation un peu plus similaire où le Canadien est présentement, même si on rate les séries depuis plusieurs années à Détroit, on était rendu à un point où il fallait faire les séries, on n'a pas fait d'acquisition, et Dylan Larkin l'a dit dans son point de presse de fin de saison, il n'était pas content, il s'attendait à des acquisitions, ils ont senti qu'il avait été peut-être un petit peu abandonné par la direction de l'équipe. C'est le genre de choses qu'il va falloir surveiller du côté du Canadien de Montréal. Le message que tu envoies, le prix à payer, le court terme versus le long terme. Mais c'est quelque chose que je ne m'attendais pas cette saison et qu'il va falloir surveiller. Et à l'inverse, littéralement, c'est tellement ouvert dans l'Est que s'il y a une saison depuis plusieurs années où une équipe Cendrillon, ou du moins une équipe du bas du tableau, ou une équipe qu'on n'attendait pas, verbalisez ça comme vous voulez. Là. Une équipe qui n'est pas le Lightning, les Panthers, les Leafs, les Hurricanes, ceux qu'on aurait cru qui étaient les favoris de début de saison, qui peut se rendre jusqu'en finale, c'est cette année. C'est cette année. Est-ce que ça peut être, je sais pas moi, le Canadien de Montréal? Les Flyers de Philadelphie? Non, ils ne feront même pas les séries. Les Islanders de New York? Non, quand même pas. Les Red Wings? Les Capitals en fin de cycle? Je me souviens pas m'être rendu aussi loin dans une saison puis regarder un classement d'une conférence pour me dire hey, honnêtement, là, j'ai aucune idée qui de ces équipes-là sera en finale de la Coupe. Ça va peut-être même être une de ces équipes-là. Parce que je veux dire, est-ce que les Panthers et les Leafs vont réellement rester là? Je peux pas y croire. Je peux absolument pas y croire. Même les Devils, je peux pas y croire. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Réflexion comme ça pour vous aujourd'hui. Je pense que ça vaut vraiment la peine de se poser la question, est-ce que dans l'Est, ça va coûter beaucoup trop cher pour plusieurs équipes et ça risque donc de rester un peu plus stagnant, moins de transactions et toutes les grosses transactions vont se faire dans l'Ouest? Très, très hâte de voir. Je vous rappelle qu'il y a un gel des transactions à partir du 20 décembre. Donc, peut-être dans les prochains jours, on va faire un retour là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses du fait que c'est si serré dans l'association de l'Est? Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire pour le reste de la saison? Est-ce que tu penses que le Canadien de Montréal doit un peu regarder la parade en se disant non, ça va coûter trop cher? Au contraire, tu te dis let's go, c'est le temps d'y aller all-in. Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux ma réaction à la transaction Quinn Hughes qui est passée au Wild du Minnesota, c'est juste là. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!